Alors, le Grand Paris Express, le réseau, vous l'avez sous les yeux, c'est à peu près 200 km de lignes nouvelles qui vont se réaliser autour de Paris, de lignes nouvelles ou de prolongement avec la ligne 14 qui est nord-sud, et des lignes autour de Paris qui vont desservir l'ensemble des pôles, en particulier les aéroports, mais pas seulement, tous les grands pôles de la métropole. Quelque part, ce réseau va faire de la métropole du Grand Paris une réalité géographique. Sur ces 200 km, nous aurons 68 gares qui vont donc desservir l'ensemble du territoire, les 2 tiers de ces gares étant des gares en correspondance avec le réseau existant, donc un effet de maillage qui sera assez considérable. Alors ce réseau est évidemment constitué d'un métro automatique, que l'on veut confortable et sûr, c'est le minimum. C'est un réseau qui va fonctionner comme un métro, donc avec une fréquence de train toutes les 3 ou 4 minutes pour les lignes les moins chargées, celles qui desservent les aéroports, les lignes les plus extérieures. Et puis sur la ligne qui est le cœur du réseau, la ligne 15 qui fait le tour de Paris à 2 ou 3 km du périphérique, des trains toutes les 2 minutes. Ces trains sont des trains rapides, on a un fonctionnement qui finalement est proche du RER, même si on a un arrêt de toutes les stations comme un métro, donc une vitesse commerciale de 65 km/h pour la plupart des lignes, 45 km/h sur la ligne 14 dans le prolongement de la ligne existante, avec la régularité liée à un poste de commandement centralisé. Alors évidemment, l'électricité tient une très grande place dans ce nouveau système. Je vais passer rapidement là-dessus. C'est les postes principaux, c'est tout ce qui concerne l'alimentation des trains en ligne avec principalement la traction, mais aussi tout ce qui concerne le rafraîchissement et le chauffage et l'éclairage, et puis dans les sites de remisage, et évidemment l'alimentation des bâtiments, les gares étant conçues, ce sont des véritables gares, ce ne sont pas simplement des stations, ce sont des bâtiments de grande ampleur, souvent de grande profondeur. Nous passons sous les réseaux déjà existants, ce qui fait que nous avons des gares qui souvent sont à 30, 40, voire 50 mètres. Ces besoins en énergie électrique sont donc importants. Nous estimons que les besoins liés à l'alimentation des trains, lorsque ce réseau sera achevé à l'horizon 2030, sont en puissance de 500 MW, avec une consommation annuelle de 600 GWh. C'est à peu près la consommation d'une ville moyenne comme Rennes, et c'est à peu près l'équivalent de la consommation du métro actuel. Alors ça montre bien les progrès qu'on a à faire, puisqu'on a évidemment un train qui, a priori, devrait consommer davantage d'énergie que le métro actuel. Il est entièrement automatisé, il est plus rapide. On a des stations également qui sont des stations plus profondes, donc davantage mécanisées, et pourtant notre objectif, c'est d'avoir une consommation à peu près équivalente à celle de l'actuel métro parisien. Le système d'alimentation est relativement classique. Le métro en tunnel lui-même est alimenté par des artères haute tension qui cheminent dans des fourreaux qui sont noyés dans le béton. Ça, c'est tout ce qui va procéder à l'alimentation des gares et des nombreux ouvrages annexes que nous avons. Nous avons tous les 800 mètres des puits d'évacuation ou de ventilation. Et puis nous avons également donc, des postes de redressement qui, eux, sont alimentés par des câbles de tension qui chemineront sous les chaussées pour assurer l'alimentation des trains proprement dit. Sur le métro en aérien, pour le coup, c'est une alimentation systématique cheminant sous la voirie existante. Alors comment allons-nous procéder pour faire en sorte que ce métro soit le moins énergivore possible ? Nous avons l'enjeu évidemment de réduire les consommations et également l'enjeu, autant qu'il est possible, de se tourner vers les énergies renouvelables. Alors comment limiter la consommation ? On a étudié un certain nombre de pistes. Le premier, c'est le freinage électrique des trains à haute vitesse. C'est l'idée de récupérer l'énergie lorsque les trains freinent. Dans la même idée, c'est ce qu'on appelle la marche sur l'air, c'est-à-dire le fait de fonctionner moteur éteint quand on est à basse vitesse ou sur le point de s'arrêter. C'est dans le choix du matériel roulant le fait d'avoir un rendement de la chaîne de traction qui est le meilleur possible. C'est aussi, et je vais y revenir un peu plus en détail, l'optimisation dans la circulation des trains, le fait que les trains, quand ils ralentissent, on puisse récupérer l'énergie avec des postes de redressement réversibles. Cette énergie est réinjectée dans le circuit, et donc si nous avons dans le système un équilibrage entre les trains qui ralentissent et les trains qui accélèrent, cela permet évidemment d'optimiser la consommation. Donc de façon assez classique, on fait cela dans les plans de marche, mais on va voir qu'on a été un tout petit peu plus loin, et c'est là le caractère innovant de ce projet. Évidemment aussi, mais ça c'est très classique, l'optimisation des éclairages avec l'utilisation à grande ampleur des LED à l'intérieur des gares.
Donc, optimisation de la circulation des trains. Là, l'idée, effectivement, c'est de fonctionner en temps réel. Donc, je disais que pour équilibrer les consommations, on récupère l'énergie des trains qui freinent pour alimenter les trains qui accélèrent. On a donc une marche théorique qui permet de faire cela, mais très souvent, il y a dans l'exploitation des petits écarts par rapport à cette marche théorique, parce qu'une fermeture des portes a pris un peu plus de temps que prévu, ou parce qu'il y a eu tel ou tel incident. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un système d'exploitation qui, en temps réel, gère ces petits écarts et qui, à tout moment, assure l'optimisation et permet de récupérer l'énergie de façon la plus optimale possible. Bon, l'éclairage, je l'ai évoqué, l'utilisation des LED. Au-delà de cela, dans la conception des gares, nous laissons une grande part à l'apport de l'éclairage extérieur, même si ce sont des gares profondes. Nos architectes ont travaillé sur ce sujet. Et puis, plus globalement, en utilisant des matériaux qui favorisent l'arrivée de la lumière jusqu'au niveau des quais. Enfin, sur le matériel roulant, nous avons dans le cahier des charges à destination des industriels, des prescriptions fortes de façon à avoir des trains qui soient les moins consommateurs d'énergie possible. Sur les énergies renouvelables en tant que telles, nous avons regardé plusieurs pistes. La géothermie dans les gares, il y a quelques exemples qui existent d'ores et déjà, en particulier à Vienne, où il y a une des stations de métro qui, d'ores et déjà, depuis 2000, utilise cela. Donc nous avons regardé comment pouvoir les utiliser sur notre réseau. Également profiter de ce que nous pouvons récupérer comme énergie par cette géothermie pour équilibrer, pour alimenter les quartiers autour des gares, puisque nous avons autour des gares des projets de développement urbain. Notre projet n'est pas seulement un projet de transport, mais bien un projet d'aménagement. Appliquer également le principe du puits canadien. J'ai dit que nous avions des stations qui étaient à une assez grande profondeur, 20, 30, 40 mètres. Et donc là, on a une température qui est relativement stabilisée par rapport à la température extérieure. En général, on peut, dans les grandes chaleurs, gagner assez facilement 5 degrés, ou même chose quand les températures sont plutôt froides. Donc là, l'idée, c'est de faire circuler l'air autour des stations, autour des quais, de façon à bénéficier de cette inertie thermique. Et puis le dernier élément, c'est de récupérer l'énergie fatale, l'énergie dégagée par les trains proprement dites, pour optimiser la température à l'intérieur des stations. Sur la ligne 15, qui est la première que nous allons réaliser, avec la section au sud de Paris, entre Noisy-Champs et Pont-de-Sèvres, avec une mise en service programmée pour 2022, nous avons donc regardé dans le détail comment nous pouvions implanter ces différents éléments. On a un certain nombre d'implantations pour la géothermie qui sont très favorables. Ce sont les points que vous avez en vert. Et donc on est en train de regarder comment on peut les implanter sur ces stations-là. Elle est favorable dans 3 autres stations. Donc on a le projet, évidemment, dans le développement de ces gares, de bénéficier de cette implantation. Et puis, d'une façon générale, l'utilisation des puits canadiens sera généralisée sur l'ensemble de ces stations. Donc, un développement immédiat que vous pourrez découvrir au fur et à mesure de ce chantier et à la mise en service de la ligne en 2022. Voilà, je vous remercie. Je pense avoir tenu le délai. Merci, mon cher Bénard. Une seule question, peut-être. Vous avez été extrêmement précis et je crois qu'on a bien compris quels sont les enjeux et puis le message que vous voulez faire passer aux industriels de l'électricité en production, en matériaux, en matériel. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a vu toutes les pistes en ENR et puis toutes les différentes techniques qui seront utilisées. C'est que ce sera toutes ces techniques ensemble qui vont être utilisées. C'est ça qu'il faut retenir, qui est particulièrement novateur. Elles sont à la pointe de la technologie, mais toutes ensemble. Elles sont toutes ensemble, effectivement, on bénéficie d'une expérience. Il faut bien voir que ce réseau-là, c'est tout de même un cas relativement unique aujourd'hui dans le monde. Faire 200 km de métro automatique, je ne crois pas, en milieu complètement urbanisé, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc l'idée aussi, ça c'est une innovation en soi, mais l'idée de récupérer toutes les innovations qui se font sur les métros existants, c'est quelque chose d'important et qui nous motive au quotidien, et de fait d'aller un peu plus loin avec ce que j'évoquais sur l'optimisation de la circulation des trains, c'est aussi un élément important dans nos réflexions. Merci.